les sacrifices de ce genre ne m'écoutions pas. Je n'avais jamais connu le prix de l'argent. L'idée d'avoir une seule dette m'était insupportable. Or, ces scrupules, tout ce qui je vais appartenait aux autres. Il ne m'était pas arrivé une fois de dire non à une demande d'argent. Comment humilier celui assez malheureux peut-on demander? En 1814, presque du jour au lendemain, ma fortune avait été réduite par le traité de 2 millions de revenus à 400 000 francs. Je ne fus d'abord surprise. Qu'allais-je faire? Cette somme seule de 400 000 francs était dans mon budget appliqué à des dons, mais avec mon peu de goût pour le luxe, la réforme me fut facile et mes arrangements feront bientôt prix. À présent, quelle énorme différence! Plus de revenus, plus de ressources qui donnent mes diamants et mes tableaux que j'aurais dû vendre sur les champs pour me créer une fortune, mais c'était justement de la fortune dont je m'occupais le moins, comme si je m'étais imaginé qu'on pouvait s'empêcher pour vivre. Aussi, le produit de mes premières ventes a-t-il été consacré à faire une sorte à ceux qui m'accompagnaient. Si jamais on pensait qu'ils n'étaient auprès de moi que par dévouement, il m'était doux encore de les rendre assez indépendants pour non plus douter. Dans mon impatience de les voir tous heureux, j'avais fait venir les enfants, les familles entières, trop tôt sans doute si j'eusse consulté la raison, mais je n'écoutais que ma chimère. Le bonheur des autres est toujours vainement. Quelle que soit la résignation de ceux qui partagent notre adversité, presque jamais ils ne la supportent comme la personne même qu'elle frappe. Les plus vifs regrets sont pour eux la perte de biens, la privation, les douces habitudes de la vie semblant les toucher seuls. Ils sont les plus difficiles à consoler. C'est naturel, tandis que la personne vraiment accablée par le sort s'élève au-dessus de ses peines communes et se soutient par la grandeur même du sacrifice. Ma seule occupation dans la retraite où je vivais était de composer des tristes romances. Je faisais facilement. Le mouvement du salon même ne m'était pas désagréable. Partant pour la Syrie fut faite à ma maison lorsque ma mère jouait au tric-trac. Elle eut du succès et fut chantée pendant la guerre de 1809 comme la sentinelle avait été pendant la guerre d'Espagne. Depuis, à chaque campagne, on venait me prier d'en donner une, ce que je faisais toujours avec peine, car je n'aimais pas passer pour un auteur, réputation trop brillant pour mon faible talent. À Constance, je n'avais que peu de livres et aucun recueil de poésie où je puisse trouver des paroles et j'avais fait autrefois quelques couplets pour mon frère. J'essayais donc composer, mais l'obligation de trouver une rime, de me renfermer dans une mesure me fatigua bientôt et après quelques mauvais vers, j'en restais à la musique. Je recevais souvent des lettres de M. de Flau. Il était bien traité en Angleterre. Et ne pensait qu'au moyen de se reprocher de moi, l'idée de le voir dans les lieux que j'habitais leur donnait un charme plus grand à mes yeux, une belle nature, un objet aimé, et n'ai jamais conçu qu'on ne peut rien désirer au-delà, et c'était bien aussi mon unique ambition. La France s'était exposée à perpétuité, ma famille de son sein. La peine de mort était décrétée contre quiconque de nous mettrait les pieds sur le sol français. Cette loi avait serré mon cœur. Mon fils même, malgré son extrême jeunesse, s'était écrié tout en larmes. Comment, maman? Est-ce que nous ne reverrons plus la France? Je ne peux prononcer le nom fatal sans montrer une vive émotion. Mais ce moment, une fois passé, je cherchais même dans la position malheureuse de mes enfants
des motifs de consolation. Élevés dans la médiocrité et loin de la flatterie, ils deviendraient mieux. Plus près des misères humaines, ils apprendraient à y compatir. Aussi mon plus jeune fils m'arriva-t-il une chose sans soulier. Il venait de les donner à un petit malheureux. Et son gouverneur, qui se promenait à quelque part de là, n'avait pas eu le temps de s'en apercevoir. Eh bien, si des gardes les ont enterrés, je n'aurais pas joui de ces traits de son bon cœur. Je n'ai donc rien à regretter pour eux à présent, mais plus tard, à l'âge où ils pourrions servir le patrie, je ne la désirais. Je pavais le monde, c'était venu un trop douloureux pour ne pas en détourner mes regards. Il aurait troublé le courage avec lequel j'envisageais ma destinée actuelle et je réussissais presque à en être satisfaite. Une fois seulement, j'ai lu dans un journal que la duchesse d'Angoulême était allée visiter mes filles de Saint-Denis. C'était sous mes auspices que cet établissement s'était élevé. Il avait été confié à ma protection particulière. Tous ces jeunes cœurs étaient à moi. Il semblait qu'on me les enlevait. Voilà un des plus vifs regrets qui me laisseront tant de grandeur éclipsée. Je partis au mois de juin pour aller voir mon frère qui habitait momentanément en petite campagne sur le lac de Starrenburg, en Bavière. Ses enfants tous si beaux, si bien élevés, sa femme si heureuse au milieu d'eux, m'offriront l'image de ce bonheur intérieur que j'avais tant apprécié son pouvoir jamais en jouir. Monsieur Lavalette, sous un homme supposé, était caché dans une petite campagne, à un lieu de là. Ma joie de le voir égala mon émotion de l'entendre raconter ses infortunes si miraculeusement terminées, mais celle à qui il devait la vie, éprouvée par trop d'émotion, devait se frapper de la mort d'un fils dont elle venait d'accoucher, retenu dans une étroite prison, agité là par les plus cruels alarmes, ne peut supporter toute souffrance. Sa raison, il succomba, et lorsqu'une justice tardive vint le rendre à la liberté, à l'enthousiasme du monde, à la reconnaissance d'un époux, sa raison égarée ne lui permit pas de goûter le bonheur auquel elle avait tant de droit.